Hello, everyone. Hopefully you can hear me well. Bonjour tout le monde, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Thank you, Anna. Merci. Donc, si vous m'entendez, levez le doigt. Donc, bienvenue à notre troisième session sur la thérapie d'oxygène et les soins critiques, la série. On se concentre sur la série sur les cas d'études. Donc, pour escalader les patients à un niveau de soins supérieur, on a des panélistes formidables. Aujourd'hui, vous pouvez voir Dr. Kaino Wemezi du Kilimanjaro Christian Medical Center de Tanzanie, Dr. Marie-Rose Osazoua de l'hôpital national d'Abuja en Algérie et Maria Crawford de Stanford University, Dr. Jean-Claude Wimana au Rwanda, Dr. Salim Hassan Ali, Aga Khan University of Kenya, Dr. Shelley Porty, Stanford University USA et Dr. Vanessa Moore de l'Université de Zurich en Suisse. Donc, quelques points d'ordre qu'on veut passer en revue pour pouvoir commencer la session. Il s'agit, voici l'étiquette et l'agenda pour le projet ECHO. Notre programme est basé sur une fondation d'amour et de respect. Veuillez répondre gentiment plutôt que de réagir si vous êtes désaccord avec quelque chose. C'est la responsabilité de garder un endroit sans danger pour discuter. Donc, présentez-vous avant de parler. Et si votre Internet est stable, allumez votre caméra pour montrer votre visage si vous êtes seul ou pour capter l'ensemble du groupe. Si vous avez des problèmes techniques, envoyez un message dans le chat. On va essayer de dépanner ou bien dans l'email indiqué en bas. Donc, la session est enregistrée et votre participation, vos consentements à être enregistrés et essayez de limiter le nombre de personnes qui connectent à partir d'un seul endroit et maintenez la distance sociale et les méthodes de prévention d'infection. On a l'interprétation en français et en espagnol. Donc, si vous regardez en bas, à droite de l'écran, vous verrez le bouton d'interprétation. Vous pouvez choisir de désactiver la portion en anglais ou d'entendre les deux. La traduction sera plus forte que les haut-parleurs. Si vous choisissez le français ou l'espagnol, comme ici, vous voyez ici, vous pouvez écouter l'interprétation. Great. And with that, I will pass it Cela along. dit, je passerai le microphone à nos présentateurs d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anna Crawford et je vais présenter quelque chose avant de commencer la discussion. Beaucoup d'entre vous, vous avez vu le centre de ressources d'enseignement. Donc, je vais partager l'écran. Vous pourrez voir quelques ressources disponibles. Donc, tous nos matériaux, vous pourrez les trouver sur dans le centre de ressources. Vous aviez sûrement reçu un lien pour vous connecter au centre de ressources. On veut rappeler le contexte de la discussion, c'est que la pneumonie des enfants est l'une des premières causes de mort infantile, RADS, la défaillance respiratoire, hypoxémie, ça augmente la possibilité de mort et qu'on peut détecter facilement avec l'oxymétrie. Et si on utilise une thérapie à l'oxygène, on peut réduire le nombre de décès par un tiers. Donc, vous pouvez voir le contenu dans les cas d'études ici. C'est sous le deuxième module qui s'appelle la série des discussions des cas d'études. Je vais revenir ici et vous faire savoir que nous avons une vidéo de réfutation de responsabilité. On va parler également des ressources et des partenaires qui sont impliqués dans ce programme. Les modules d'enseignement, c'est pour promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences des fournisseurs de soins de santé. Les modules ne sont pas pour remplacer le jugement clinique et la prise de décision indépendante de professionnels de la santé qualifiés.
Les visionnaires de ce matériel sont responsables entièrement pour leur propre prise de décision clinique. Les créateurs de ces matériaux ne sont pas responsables pour toute réclamation, perte ou dommage résultant d'informations utilisées dans ce centre de ressources d'enseignement ou pendant les discussions. Les créateurs et les administrateurs du centre de ressources d'enseignement font tout ce qu'ils peuvent pour fournir des informations précises et à jour. Cependant, les informations évoluent rapidement. Les créateurs et les auteurs ne peuvent pas demander la responsabilité, réclamer la responsabilité pour des informations imprécises. Les fournisseurs, les prestataires de soins de santé sont responsables pour adapter les informations, pour les adapter aux ressources et aux standards de soins dans leurs propres établissements. Ensuite, j'aimerais partager avec le public, ce sont les révélations de conflits d'intérêts, donc le développement du centre de ressources. C'est important de savoir comment cela a été créé. Donc, le centre de ressources global anesthésie et soins critiques cherche à mener des ressources revues par des homologues et pour des personnes qui apprennent, peu importe le contexte des ressources. Nous promettons à tous ceux qui apprennent de garder un haut niveau et de montrer de la compassion. Donc, Assist International et ECHO sont nos sponsors et Stanford University également. Donc, nous allons passer aux discussions, les séries, les cas d'études. Donc, je vais donner à nos partenaires. On va parler de soins escaladés. Et j'aimerais souligner pour les gens qui apprennent, vous pouvez avoir accès à tous ces matériaux. Pour chaque question que nous allons discuter, vous pouvez cliquer sur cette boîte. Ça va vous donner les références ou les ressources qu'on utilise pour nos discussions et trouver des réponses et des questions. Donc, si vous cliquez sur cette icône, il y a deux de ressources, des PDF, des diapositives, et une autre, c'est une liste de vérification. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et présenter Dr. Kena et Dr. Kano et Dr. Marie-Rose qui vont mener la discussion d'aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on va commencer? Oui, on va commencer. Merci. Donc, je suis docteur Mwemezi Kaino. Je travaille avec Care International au Kenya. Et je viens de quitter le Kilimanjaro Christian Center. Donc, maintenant, nous allons... Donc, la session a déjà été présentée. Donc, j'aimerais qu'on analyse un peu les objectifs. Donc, voici les objectifs de changement pratique. Donc, on veut développer une compétence décisionnelle sur le moment d'admission des patients à l'hôpital en utilisant des protocoles de triage et les critères d'admission à l'hôpital et définir une maladie légère, modérée, grave et critique à partir de COVID-19. 3. Développer une compétence décisionnelle sur la manière de concevoir des zones d'isolement pour les patients suspectés de COVID-19. Ensuite, concevoir ou suivre des protocoles pour l'escalade de l'oxygénothérapie et décider quand un patient doit être évalué par un médecin expérimenté et décider quand un patient doit être évalué par l'équipe de soins intensifs. Si aucune unité de soins intensifs n'est disponible, il faut décider si et quand un patient peut être transféré vers un établissement de soins de niveau supérieur.
Et ensuite, il faut reconnaître comment les soins critiques peuvent être dispensés en dehors d'une unité de soins intensifs. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de soins intensifs et vous ne pouvez pas transférer un patient aux soins supérieurs. Donc, il faut comprendre quand il faut faire référence à un niveau de soins supérieur dans le contexte des ressources disponibles. Donc, c'était les objectifs et maintenant, je vais présenter un cas. Donc, voici un cas d'étude. Vous pouvez poster des questions si vous en avez. Et nous allons prendre une pause de temps à autre pour une question courte. Donc, histoire de la maladie actuelle. Un homme de 36 ans se présente aux urgences avec 2 jours de fièvre, de toux et d'essoufflement. Au service des urgences, le patient a été soumis à un dépistage des facteurs de risque COVID-19, isolé des autres patients, et il porte un masque facial. Vous arrivez pour évaluer le patient et vous réalisez qu'il s'agit de votre collègue. Vous portez un EPI pour les précautions contre les contacts, les gouttelettes et les particules en suspicion dans l'air. Le patient admet qu'il est essoufflé, qu'il a de la fièvre et qu'il tousse, mais il nie avoir perdu le goût ou l'odorat. Ses signes vitaux, température 37 degrés centimes, pression artérielle 110 sur 74, HR 94, battement cardiaque 18, SpO2 92% pour la saturation en oxygène. Donc, vous l'avez placé sous oxygénothérapie à 5 litres par minute avec tube nasal avant de continuer à obtenir une anamnèse et de procéder à un examen physique. Donc, antécédent, en bonne santé, a déjà eu une bronchite par le passé. La mère le père est décédé. Il a une sœur plus jeune et une sœur cadette en bonne santé, 2 enfants en bonne santé. Donc, histoire sociale, il travaille en tant que praticien général. Et médecin praticien, ne fume pas, ne consomme pas de drogue illicite ni d'alcool. Pour revue d'autres systèmes autrement négatifs, autres que le HPI, donc examen physique, neuro. Les pupilles sont égales et réagissent à la lumière non focale. Voie aérienne, MP2, les mouvements sans problème et ouverture buccale supérieure à 3 cm, dentition intacte, TMD supérieur à 6 cm, CV, et battement cardiaque normal, pas de MRG et donc cap refill inférieur à 2 secondes, capillaire, rechargement capillaire inférieur à 2 secondes. Et pulme, BS antérieur tachypnée à 32 BPM, abdomen souple, rien à déclarer, plus BS, extension 2+, édème, BLE, la peau est chaude, sèche, intacte. Donc la question est, est-ce que vous admettriez ce patient ou le garderiez à la maison? Est-ce qu'il a la maladie légère, modérée ou grave? Vous pouvez saisir votre question dans le chat.
Dr. Kaino, qu'en pensez-vous? La plupart des gens ne veulent pas aller à l'hôpital. Je n'ai pas. Donc, ce patient devrait être admis parce que il est en train, il a une tachypnée et une saturation d'oxygène faible. Je vais un peu revoir la classification de la gravité de la maladie COVID-19. Je vais essayer de comparer avec un hôpital en Afrique de l'Est. Donc, je vais revenir à la classification. Donc, on peut cliquer pour vous. Donc, la première catégorie, c'est l'infection asymptomatique ou présymptomatique. Ce sont, si le patient est testé pour SARS-CoV-2 avec un PCR ou tout un test d'amplification d'acide nucléique ou antigène, mais il n'y a pas de symptômes. Hein. Donc, pas de symptômes d'infection. Pour l'infection respiratoire, la classe 2, lorsque vous avez une maladie modérée, ici, il y a les symptômes de l'infection de la partie des voies respiratoires supérieures. Donc, il y a mal à la gorge, malaise, maux de tête, douleur aux muscles, nausées, vomissements, perte du goût et de l'odorat. Donc, il y a la toux et autres symptômes peuvent être listés ici. Mais ceux-ci, ils ne sont pas essoufflés, dyspnés ou une imagerie anormale de la poitrine pour la maladie modérée. Il y a des preuves de maladie des voies respiratoires inférieures pendant l'évaluation clinique ou l'imagerie et une saturation d'oxygène inférieure ou égale à 94%. Et ils ont un PF, un taux PF, une fréquence de plus de 13 respirations par minute. Donc, pour la maladie grave, donc une oxygénation inférieure à 94% et avec fréquence de respiration 30 respirations par minute ou infiltré au poumon supérieur à 50%. Et ensuite, il y a la maladie critique, choc septique et plusieurs dysfonctionnements d'organes. Il y a plusieurs classifications, mais ils se rapportent les uns aux autres. Donc, la première catégorie, c'est asymptomatique ou autre, pas de symptômes, mais qui est asymptomatique ou bien il a la fièvre, 37,5 degrés supérieurs, tous fatigue, il n'y a rien qu'on voit dans l'examen de la poitrine. Donc, on leur donne une thérapie de soutien avec de la vitamine C, du zinc, et ils peuvent rentrer. Lower respiratory tract infection
they will have difficulty in breathing, but the difference is they will have respiratory rate of more or equal to 25. À la supérieure à 25 et la saturation de plus de 90. Et les rayons X vont montrer des anormalités. Et pour grave, la maladie grave, il y aura donc tous les symptômes, mais la saturation sera inférieure dans près de 90% et la fréquence respiratoire sera environ 30 et on verra l'imagerie, les rayons X vont montrer des anormalités de la poitrine. Donc, le premier, c'est asymptomatique, inflammation des voies respiratoires supérieures. Donc, vous pouvez comparer avec les autres. Le premier, asymptomatique. Et le deuxième, c'est moyen avec respiratoire inférieur. Et le modéré, c'est avec infection respiratoire, infection respiratoire inférieure modérée et grave, infection grave des voies respiratoires inférieures. Donc, on peut continuer. Kaino, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut demander aux panélistes leur expérience là-dessus? L'expérience dans différents contextes peuvent être utiles pour ceux qui apprennent. Donc, on a un sondage, une question, et la question est de savoir est-ce qu'on devrait admettre ce patient ou le renvoyer chez lui. Donc, vous pouvez répondre ici dans le chat. Répondez à cette question dans le chat. Donc, Dr. Kaino et Marie-Rose, pour définir la gravité de la maladie COVID-19, il devient important d'une manière ou d'une autre que l'indication pour les produits thérapeutiques sont basées sur la gravité de la maladie, par exemple, remdesivir et dexamethasone. Donc, à quel point dans votre contexte est-ce que vous considériez cette thérapie? Donc, selon la conversation que j'ai eue avec des médecins qui gèrent les patients COVID, ils sont considérés en fonction de l'infection, de la voie respiratoire inférieure, modérée à grave. C'est pas qu'ils ne doivent pas avoir la maladie critique encore. Au Nigeria, nous donnons le remdesivir et le dexamethasone à des patients qui ont des maladies graves et donc définis comme ayant une condition au niveau de l'oxygène, n'est-ce pas? Absolument. Docteur Moll, comment est-ce que vous faites en Suisse? Activez le microphone, Docteur Moll. On essaie de donner des remdesivir aux patients qui entrent dans les soins intensifs. Donc, je dirais qu'on donne le remdesivir aux patients qui ont la maladie modérée. On ne suit pas la classification NIH. On suit encore SCCM et ISICM de modéré et de ARDS et COVID. J'aimerais ajouter quelque chose au Nigeria. Nous, remdesivir n'est pas utilisé. On utilise d'autres antiviraux. Très peu de centres ont accès à remdesivir, donc on utilise d'autres antiviraux pour les maladies graves. Si un patient a besoin d'oxygène en Ouganda, donc ils ont le dexamethasone, c'est ce que nous faisons également. Merci. Vous avez la parole, Dr. Kaino. Désolé, je voulais une interaction, une discussion plus interactive. Pas de problème. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la diapositive? Je pense que la plupart des hôpitaux ici donneront 2 antibiotiques
azithromycine et dexamethasone, doxorubicin, le zinc. Mais il ne donne pas les antirétroviraux, même pour les maladies graves. Peut-être parce que ils ne l'ont pas ou la preuve de ce qu'ils ont. Ça ne les convainc pas, les preuves de l'efficacité ne les convainc pas. Dr. Crawford, can I- Merci, Dr. Crawford. Pouvons-nous continuer? Yes, thank you. Okay, so we're going to Nous allons practice nous entraîner. items. The first is we're going to develop Donc, triads, nous allons développer des protocoles, des essais et des critères d'admission, donc des protocoles de triage et des critères d'admission pour les patients suspectés d'être infectés par SARS-CoV-2 et sensibiliser tous les prestataires regarding the à la définition des maladies légères, modérées, graves et critiques COVID-19. avec COVID-19. I think we just discussed that. On vient de discuter de cela, excusez-moi. Donc, on va passer And à ce qu'est airborne infection isolation room. une salle d'isolement d'infection pour le pathogène aérosolisé. I'd like the Et participants j'aimerais type in what they les think an airborne participants infection isolation room is. saisissez dans le chat ce que vous pensez ce que c'est. Votre hôpital n'a pas An airborne infection isolation room. une salle d'isolement. Donc, quelle autre option est-ce que vous avez pour isoler les patients et pour garder les patients et les prestataires de services hors de danger? Donc, si votre établissement ne dispose pas d'une salle d'isolation, quelles sont les autres options dont vous disposez pour isoler les patients et assurer la sécurité des prestataires de services? Marquez votre réponse dans le chat, s'il vous plaît. The first question is, what is an airborne La première infection? question est qu'est-ce qu'une salle d'isolation et un hôpital si votre établissement ne dispose pas de cette salle d'isolation, quelles sont les autres options dont vous disposez pour isoler les patients et assurer la sécurité des fournisseurs de soins? Okay, I can see someone Bien, has je typed peux voir que quelqu'un pressure room. Okay, a and écrit une salle de pression négative et quelqu'un dit system. système de ventilation, pression négative. Okay, and in Mexico, Et au we don't have Mexique, isolation rooms. nous n'avons pas de salle d'isolation, donc parfois les salles sont adaptées. Okay, another person is saying a properly ventilated room and Donc une salle correctement aérée et EPI. about it. An airborne infection, Donc, airborne infection isolation room. donc There's a call here. Okay. bien. I can see from the poll, it's tending towards Donc, not having il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donc de pièces
tuberculosis. And what happens in these rooms is usually it's only 1 to 2 patients per room. C'est 1 ou 2 patients par pièce en fonction de l'établissement, mais ils utilisent une ventilation centralisée pour tirer l'air de la pièce, et ils utilisaient filtre EPA pour filtrer la pièce, et le système change tout le volume de l'air plusieurs fois par heure, et cela crée une pression légèrement négative parce qu'on retire l'air de la salle, et la raison d'avoir une pression négative dans la salle des patients, c'est parce que lorsque vous ouvrez les portes, vous ne voulez pas que l'air sorte dans l'environnement de l'hôpital. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir une pression négative, pour tirer l'air du patient et pour la diriger hors des autres patients ou de l'environnement. Donc, dans les sondages, comme on peut voir ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont cette ressource. Donc, il faut trouver d'autres manières d'isoler nos patients et d'utiliser la ventilation, l'aération naturelle, les ventilateurs pour créer un scénario similaire où on peut réduire le risque dans l'environnement. Thank you very much, Anna. Merci beaucoup, Anna. Okay, so Donc, sure everybody je suis sûre que tout le monde a traité COVID d'une manière ou d'une autre. Je vois des réponses. Oui, donc il faut espacer les patients. Il y a d'autres manières pour traiter les patients hors de danger, et les prestataires également. Une chose, c'est d'avoir des salles très bien aérées pour que les particules aérosolisées ne restent pas dans l'air pendant trop longtemps, que le vent ou l'air les pousse, et on peut utiliser des ventilateurs, et le positionnement stratégique de ces ventilateurs loin de l'endroit non infectieux vers l'endroit infectieux pour protéger les non infectés. Et les ventilateurs peuvent être sur pied, au plafond, à la fenêtre, et garder une certaine distance entre les patients. Anna, est-ce qu'on peut cliquer là-dessus? Vous voulez cliquer là-dessus, s'il vous plaît? Nous avons une question de sondage qu'on peut lancer maintenant. Okay. So which of the following methods does Donc, parmi les méthodes suivantes, quelle méthode est-ce que votre établissement utilise pour baisser la propagation d'agents infectieux aérosolisés? Vous pouvez choisir toutes les réponses qui s'appliquent. Et vous pouvez consulter le manuel de tuberculose, si vous voulez. Je voulais vous montrer. Donc, ça va. Et ici, dans le sondage, il y a des hôpitaux. Les unités de filtration EPA qu'ils placent dans la salle pour aider à filtrer l'air dans la salle. Du sondage, c'est pas très commun. Mais je connais 1 ou 2 hôpitaux qui l'ont au Nigeria. Mais c'est quand même pas très répandu au Nigeria. Donc, les ressources que l'on partage, on parle de contrôle de l'infection tuberculose. Si vous allez à la page 26 du PDF, cela discute l'aération naturelle et les ventilateurs. Est-ce que c'est ce que vous vouliez consulter, Marie-Rose? Oui.
Donc, ceux qui veulent des informations sur la conception des espaces pour les patients et d'utiliser l'aération, c'est une bonne référence pour l'aménagement d'espace pour les patients infectés. Merci, Anna. Je voulais m'assurer que tout le monde sache que tout le monde sur les filtres HEPA, ce sont High Efficiency Particulate Filters, ce sont les filtres de particules à haute efficacité. Ils filtrent 99,7% des particules qui c'est égal à 0,3 micromètres. Donc, pour que tout le monde on sache de quoi on parle. Merci, docteur Moll. Donc, on va continuer avec la présentation. Je pense qu'on a presque fini avec les changements, pratiques de changement. Donc, en plus des swabs oropharyngés pour SARS-CoV-2, qu'est-ce que vous allez demander en plus donc de swab de frottis nasopharyngés pour SARS-CoV-2, quelle investigation diagnostique additionnelle est-ce que vous allez demander? Donc, nous passons à notre cas d'étude ici. Et donc quels autres tests diagnostiques additionnels est-ce que vous demanderiez que l'on fasse, en outre de demander un frottis nasopharyngé? Je vois que les gens répondent ici seulement les rayons X, gaz sanguin artériel. D'autres tests d'investigation? Si vous avez un patient COVID dans l'hôpital, qu'est-ce que vous allez demander comme test ou examen pour l'investigation de la maladie? Donc, pour ce patient, nous avons les rayons X de la poitrine ici. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Le patient est admis à l'hôpital et transféré à un lit d'isolement. Transféré dans le lit d'isolement dans le service hospitalier. Il reste sous 5 millilitres par minute d'oxygène par canule nasale. Lorsqu'il arrive dans le service, l'infirmière obtient une nouvelle série de signes vitaux. Rythme cardiaque 99 BPM, tension artérielle 103 par 60 mmHg, fréquence respiratoire 28 BPM et oxygénation 89%, température 38,5. Donc, on passe vous pouvez continuer à texter dans la boîte chat si vous avez une idée d'autres investigations que vous aimeriez tester, mais nous passons également à la prochaine question. Donc, il y a une question ici. Quand est-ce que l'oxygénothérapie doit-elle être intensifiée?
Donc, on va continuer pour l'enquête. Vous pouvez demander d'autres examens laboratoires et l'imagerie. Le gaz veineux sanguin si le ABG n'est pas disponible. Pour le décompte sanguin, donc FBC, D-dimer, LFT, ferritine. Donc, la plupart des hôpitaux ne peuvent pas faire ces enquêtes, ces examens exploratoires. Kaino, si je peux dire, beaucoup d'endroits n'ont pas la possibilité de vérifier, beaucoup de laboratoires ne peuvent pas faire les investigations qui sont recommandées et les protocoles dans les contextes plus avancés. Donc, beaucoup de ces laboratoires sont à des fins académiques, ils montrent le niveau d'inflammation du patient, mais ils ne changent pas vraiment votre gestion du patient. Donc, je dirais que pas tous ces investigations, examens laboratoires sont nécessaires lorsque vous avez peu de ressources. Des examens sanguins et panels métaboliques complets, un examen rayon X de la poitrine, c'est impératif, et la surveillance vigilante avec du taux d'oxygène, le SPO2, mais les panélistes, quels autres examens laboratoires sont obligatoires pour optimiser le traitement de patients lorsque vous n'avez pas accès à des choses comme les D-dimer ou la ferritine, ou les CRP, ou les ESR, tous ces autres examens laboratoires. Jean-Claude, vous avez mentionné le test de fonction D-dimer, de la fonction hépatique et la ferritine. Est-ce que ces examens laboratoires sont disponibles dans votre hôpital? Jean-Claude? Est-ce que quelqu'un d'autre a une opinion sur quels examens de laboratoire sont les plus importants? J'allais dire quelque chose. Ce n'est pas quels examens de laboratoire sont disponibles, mais une bonne observation de patient est très important. Regardez la couleur du patient pour la cyanose ou le taux de respiratoire et la profondeur, et vous pouvez avoir une bonne idée de leur niveau de détresse respiratoire en les regardant, leur couleur, la couleur de leur peau, etc. Je suis tout à fait d'accord. Les gens qui ont COVID-19, les patients en particulier, il faut faire attention parce que le virus peut affecter presque tous les organes du corps. Donc, on a des taux importants de cardiomyopathie, de défaillance rénale, de dysfonction hépatique chez certains patients. Donc, il est important de reconnaître la dysfonction des organes chez ces patients en utilisant des examens cliniques. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je parle plutôt à l'escalade des soins en termes de l'usage de l'oxygène. Mais vous avez tout à fait raison. Et parfois, les patients entrent et ils ont l'air formidables, et en fait, ils ne vont pas du tout bien avec COVID. N'oubliez pas cela. Je pense autre chose, une culture sanguine parce que ces patients peuvent développer une sepsis, surtout dans les environnements comme chez nous. Il peut y avoir une supervision d'infections bactériennes. Cela peut être pratique. Et les électrolytes, comme j'ai dit. Il faut voir les dommages dans d'autres systèmes d'organes, les électrolytes et la créatinine, vérifier les reins, les tests basiques comme ça sont utiles. Et par rapport aux cultures, je dirais que si vous pouvez faire une culture de sputum, de crachat,
Les patients qui ont une pneumonie virale ont une pneumonie virale aussi, donc il faut voir quel antibiotique est le plus approprié. Fantastique. Mais pour les hôpitaux où ils n'ont pas ces investigations et ils ne peuvent pas référer les patients à un niveau de soins supérieur, je pense que nous devons donner des alternatives sur ce qu'ils peuvent faire s'ils trouvent un patient qui a COVID et ils ne peuvent pas les référer à un centre évolué dans leur système de référence. Je pense que dans l'Afrique subsaharienne, la plupart des références des hôpitaux ont ces investigations, donc il serait fait dans ces hôpitaux-là, y compris dans les centres de la ville. Nous avons perdu le son. Ah, s'ils ne peuvent pas faire référence ou le patient est trop fragile pour être transféré, il n'y a pas de lit ou il faut gérer le patient. Je pense que ce qui a été dit, c'est très important. Il faut surveiller le patient en utilisant les signes vitaux. Donc, une thérapie basée sur les signes vitaux, surtout la saturation en oxygène et donner l'oxygénothérapie. Maintenant, si Anna Crawford veut bien, nous allons passer à la prochaine diapositive. Mais Alana va gérer cela. Donc, notre prochaine question, quand est-ce qu'on devrait escalader l'oxygénothérapie? Encore une fois, j'aimerais que tout le monde, nous pouvons passer tout cela en revue, mais vous pouvez répondre dans la fonction chat. Donc, tout le monde peut saisir la réponse dans la boîte chat quand il pense que l'oxygénothérapie devrait être escaladée. Donc, voici une ressource additionnelle. Si vous cliquez sur la boîte bleue, cela va vous envoyer à ces ressources et vous pouvez passer en revue les informations pour en apprendre davantage sur l'oxygénothérapie et l'escalade de l'oxygénothérapie. Ne soyez pas timide, saisissez votre réponse dans le chat. Quand est-ce que vous escaladez l'oxygène? Quels signes ou symptômes vous conduiraient à augmenter l'oxygénothérapie en fonction des signes et symptômes du patient? Quels signes et symptômes? Donc, il y a des questions ici. Donc, pour les établissements qui ont des moniteurs de saturation, on peut l'utiliser, mais si, en l'absence de ces moniteurs, que feront ces établissements? Dans une situation idéale, les pulsoximéteurs devraient être disponibles là où il y a la thérapie oxygène, mais il y a des endroits où les gens ont l'oxygène. Pas de pulsoximétrie, donc il faudrait suivre l'examen clinique, les signes et symptômes de défaillance respiratoire et d'hypoxémie.
Nous avons des participants timides aujourd'hui. Ne soyez pas timides, marquez mais vos questions et vos réponses dans le chat. Ah, nous avons quelques personnes qui lèvent la main. C'est très poli, merci. Donc, on va demander d'allumer le microphone. Je crois que l'équipe Indio... Ah, voilà, Edia. Donc, Tigiste, est-ce que vous avez des commentaires sur quand il faut escalader l'oxygénothérapie? J'aimerais vous dire que la boîte chat a été désactivée. Nous n'avons pas pu texter. Et non, c'est le même problème? Non, Koji? Oui, c'est le même problème. Merci de nous savoir. Donc, en tant que panéliste, nous allons à l'hypoxémie et la détresse respiratoire nous encouragerait à escalader l'oxygénothérapie. Donc, maintenant, le chat fonctionne à nouveau. Donc, saisissez vos réponses. Donc, la saturation pour la... Et oui, si la saturation ne marche pas, disney, augmentation de la fréquence respiratoire. C'est correct, exactement. Je pensais que nos participants étaient timides, mais peut-être que les boîtes de chat ne fonctionnaient pas. Désolé, désolé. Donc, le panéliste va continuer à discuter COPD. Quelqu'un a dit COPD. J'aimerais faire un commentaire sur le COPD, si je puis. Allez-y. Je sais que c'est une préoccupation sur les hauts niveaux d'oxygène pour les gens qui ont le COPD, mais dans le contexte de COVID, cela est un peu... Ça sert à rien, un peu, parce que je veux bien formuler. Ne vous inquiétez pas tellement. Tout ce qui est à voir avec le COPD, trop d'oxygène, il faut s'assurer que vos patients ont assez d'oxygène et vous ne les laissez pas en état d'hypoxie. Je sais que certains établissements dans lesquels j'ai travaillé, vous voulez que ce soit plus bas, mais vous ne vous inquiétez pas que ce soit une règle à ne jamais briser. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna? Je vais prendre un peu de distance et vous parler de le COPD, l'oxygène, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est une situation clinique difficile. Donc, les patients que la maladie d'obstruction pulmonaire et la plus grande forme de cela, c'est l'emphysème. Il y a des préoccupations de donner tant d'oxygène pour que le patient... ça aggrave la situation du patient. Donc, en général, on cible des lectures de plus oxymétrie d'oxygène pour les patients. Donc, on cherche 88% plus, malgré le fait de cibler des niveaux de 92 ou 94 pour les patients. Pour les patients qui ont l'emphysème, la cible est inférieure. L'idée la plus courante est que les patients COPD, avec le temps, développent une tendance hypoxique à respirer. Ils ont besoin de ces niveaux inférieurs d'oxygène pour avoir un drive respiratoire. C'est pas vrai. C'est pas la vraie raison pour laquelle les patients avec COPD s'aggravent lorsqu'ils ont des niveaux supérieurs d'oxygène. C'est le résultat de phénomènes physiologiques qui s'appellent la constriction
vasoconstriction hypoxique qui se déroule lorsque les régions du poumon ne peuvent pas participer dans l'échange gazeux et lorsque les zones de poumon pour l'emphysème ne peuvent pas participer à l'échange gazeux, les vaisseaux vont raccourcir et vont divertir l'oxygène vers les endroits qui peuvent participer à l'échange gazeux. Donc, quand vous donnez beaucoup d'oxygène, il y aura une dilatation de ces endroits. Donc, vous créez un peu un shunt donc, avec les patients COPD. Et donc, 88% plus, c'est probablement approprié pour ce patient. Désolée pour tous ces détails en pathophysiologie, mais c'est important de comprendre que les patients d'emphysème ont besoin d'oxygène, mais ils n'ont pas besoin du même niveau élevé d'oxygène que pour les autres patients. C'est bien dit, merci. Je ne voulais pas que les gens disent « Ah, est-ce que c'est un patient COPD ou pas ?» Vous comprenez? Donc, les gens, il ne faut pas avoir peur. Donc, n'ayez pas peur d'oxygéner. Donc, Shelley est une thérapeute respiratoire et son rôle à Stanford, ils aident les médecins et les infirmières à gérer la machine de respiration mécanique et les thérapies, l'oxygénothérapie. Et c'est pas commun dans d'autres situations. Au Rwanda, nous n'avons pas de thérapistes respiratoires. Donc, c'est un rôle très spécialisé et nous sommes très heureux de l'avoir. Donc, COPD, c'est la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC en français. Donc, l'objectif pour le SPO2, c'est 90 à 92% des patients qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas de COPD. Donc, on cherche à avoir 90-92%. Et pour les femmes enceintes, ça devrait être autour de 95%. Et la saturation pour le MPOC devrait être la maladie chronique pulmonaire. Donc, une autre question. Donc, une autre question. Comment est-ce que vous consulteriez des médecins cadres ou les soins intensifs en ce qui concerne l'oxygénothérapie et l'oxygénation de ces patients? Si on peut avoir des réponses à ces questions dans le chat, vous pouvez lever la main et donner vos réponses. Si le chat est activé, la question est à quel niveau de thérapie d'oxygène allons-nous consulter un médecin responsable? À quel niveau on consulte le personnel des soins intensifs pour venir voir ce patient? Lancez vos réponses, s'il vous plaît. Donc, à quel niveau d'oxygène devront appeler un médecin cadre? Donc, 90 à 92 pour les patients COVID qui n'ont pas d'autres comorbidités. Pour les femmes enceintes qui ont COVID, plus que 95%, et pour COPD, au-delà de 88%. Mais si c'est déjà entre 88 et 92, ne vous efforcez pas trop de l'élever. Si vous avez des problèmes pour atteindre ces cibles, quand est-ce que vous allez appeler un médecin pour consulter le patient ou appeler les gens des soins intensifs pour venir voir ce patient? Vous pouvez continuer à envoyer vos réponses. Donc, un besoin en oxygène accru. Maria Christina dit 90,
qui ne répond pas à la thérapie, si nous avons l'installation, nous allons consulter dès le départ un cadre médecin responsable. Lorsque la décision de donner l'oxygène à un patient est prise, lorsqu'un patient normal COVID n'arrive pas à garder un niveau de 90-92% d'oxygène pendant 24 heures, ou sa situation s'aggrave à n'importe quel moment, où il y a un besoin accru d'oxygène. Tout cela, ce sont de très bonnes réponses. Donc, Anna, peut-être que nous pouvons continuer à discuter de ceci avec les panélistes et continuer à recevoir les réponses des participants. Lorsque le patient ne répond pas bien à l'oxygénothérapie, Susanna dit toute saturation inférieure à 90%, il faut consulter des médecins responsables. Et lorsque la saturation baisse, moins de 90% pour les patients normaux, et pour les femmes, et moins de 14% pour les femmes enceintes. Lorsque à 15 litres et la saturation est moins de 90 et 92, on utilise un masque facial et un réservoir. Donc, parfois, on entend différents chiffres, 92, 94, 90. D'où viennent ces chiffres? Pourquoi on ne peut pas avoir juste un chiffre? Donc, j'aimerais demander aux panélistes de dire d'où viennent ces chiffres et que signifie le chiffre de saturation d'oxygène dans le corps. Vanessa, est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager sur la pathophysiologie d'oxygénation et l'hypoxémie par rapport à l'hypoxie et pourquoi SPO2 est supérieur pour un patient enceinte ou sceptique? Et je ne veux pas vous embarrasser, mais je pense que vous aurez de bonnes réponses. Nous mesurons l'oxygénation avec un oxymètre de pouls et on regarde le taux de l'hémoglobine oxygénée par rapport à l'hémoglobine qui n'est pas oxygénée. Et on utilise l'hémoglobine pour transporter l'oxygène aux organes finaux et tout le monde adore avoir un nombre 100%, par exemple. Il ne faut pas oublier que l'hyperoxémie, trop d'oxygène, donc, est également négatif. Trop d'oxygène dans vos poumons, on a plus de 21%, mais si vous avez trop d'oxygène, cela peut créer des dommages aux alvéoles et causer l'inflammation des alvéoles qui débouche sur la fibrose. Donc, on veut toujours errer plus vers la précaution et pour soutenir les organes, mais ne pas donner aux patients trop d'oxygène pour provoquer des problèmes. Donc, pourquoi différents patients ont différentes cibles? Cela dépend de leur propre physiologie. Donc, le patient COPD, comme vous l'avez très bien expliqué, a un mécanisme de verrouillage dans leurs poumons. Et ils utilisent uniquement le poumon sain pour oxygéner, alors qu'une femme enceinte, c'est 2 patients une seule fois. Donc, on veut avoir une plus grande mesure de sécurité. Donc, parfois, c'est bien d'avoir une marge de sécurité supérieure. Pour la septique, par exemple, vous êtes dans un état hypermétabolique, donc vous utilisez
vous épuisez votre réserve d'oxygène plus rapidement dans un état de décontracté. Donc, en état de repos. Donc, si vous êtes en grossesse, enceinte ou un choc septique ou d'autres inflammations, il y aura une augmentation de l'oxygène. Toutes vos cellules auront besoin davantage d'oxygène. Donc, il faut mettre le SPO2 à un niveau supérieur. Donc, la demande d'oxygène, c'est un variable de l'équation. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est la livraison de l'oxygène. Donc, si vous êtes en situation de choc, vous avez un arrêt cardiaque, une défaillance cardiogénique, tout état de choc, même si vous avez l'oxygène dans le sang, il ne peut pas être livré à tous les cellules et tissus. C'est une situation où il faut cibler un SPO2 supérieur. Donc, en général, pour les patients normaux, on dirait que 90% pour les femmes enceintes, plus de 92% pour le choc septique et autres états de choc, on aimerait cibler supérieur à 94. Donc, vous aurez différents chiffres. C'est parce qu'il faut mesurer l'oxygène dans le sang. Ça ne vous dit pas combien d'oxygène qu'il y a dans le tissu. Il y a une façon de mesurer, mais ce n'est pas mesuré. Et au niveau des cellules, ça n'est pas mesuré au niveau des cellules et des tissus eux-mêmes. Donc, si vous pouvez nous montrer la diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour voir quand est-ce qu'on appellerait les soins intensifs ou un médecin responsable pour l'admission aux soins intensifs. Quand est-ce que vous appellerez un médecin responsable en charge? Et cela dépend du FP, des valeurs de taux d'attention, oxygène, à part la saturation oxygène, quel autre paramètre que vous permettrait d'évaluer le niveau de conscience. Donc, moi, le SPO2 est supérieur à 0,40, tel que donc FiO2 supérieur à 0,40, tel que 6 litres par minute avec un masque facial pour garder un SPO2 approprié. Donc, et pour FiO2 supérieur à 0,50, tel que 8 litres par minute par masque facial pour garder un SPO2 approprié et devrait être référé aux soins intensifs pour être vu. Donc, quel est le rôle? Donc, est-ce que FI02 est supérieur à 0,40, il faudrait appeler un responsable clinicien. Et si FI02 est supérieur à 0,50, transférer le patient aux soins intensifs. Si vous l'avez dans votre hôpital, vous les appelez. Sinon, vous ne l'avez pas. Donc, vous transférer le patient à un centre supérieur qui dispose de soins intensifs. Vous pouvez voir un document ici. Vous cliquez sur la boîte bleue ici et cela vous envoyer à la ressource où vous pouvez passer en revue les bonnes informations sur ce que vous pouvez mettre en place dans votre hôpital. Donc, d'ici, je vais demander au docteur Marie-Rose de continuer.
à la prochaine question. Marie-Rose. A des difficultés de microphone. Je vais voir si le projet ECHO peut s'assurer elle doit se connecter avec un autre appareil, donc je vais continuer. Donc, Anna, puis-je passer à la prochaine question? Allez-y, allez-y. Quel est le rôle de la position éveillée donc la position couchée, donc sur le ventre. Donc, on parle des avantages de la position couchée sur le ventre. Donc, Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, continuez, Marie-Rose. Puisque Covid, pendant la période, même avant Covid, il y avait le positionnement couché sur la poitrine, mais avec Covid, on parle de la position couchée, on entend, c'est combien la position couchée sur le ventre a aidé les patients et ça a amélioré les résultats pour beaucoup de patients. Quel est le rôle? On a des réponses. Je vois ici. Ça augmente le recrutement des zones alvéolaires, améliore l'aération, meilleure oxygénation et meilleure circulation des liquides dans les poumons. Tout ça, c'est fantastique. Donc, je peux voir que nous sommes d'accord. Il y a vraiment des arguments en faveur de la position couchée sur le ventre. Mais une chose, lorsque le patient peut donc, il y a des patients difficiles à comprendre. Et on peut utiliser, par exemple, des coussins pour soulever un peu le patient. On ne laisse pas le patient rester la position couchée. Il faut tourner le patient de manière intermittente. Anna, je vois beaucoup de questions sur la position couchée sur le ventre ici. Donc, il faudrait qu'ils discutent cela. Il y a donc une question. Donc, ça améliore l'oxygénation, ça draine le liquide des poumons. Et il y a une question, quelles sont les contre-indications à la position couchée sur le ventre? Ça réduit la ventilation, la perfusion, le matching de perfusion-ventilation et ça improuve la perfusion. Donc, cette position existe même avant Covid. On le sait depuis longtemps que la position couchée sur le ventre améliore l'oxygénation chez les patients. Et je dirais également
je rappellerai tous les participants et les panélistes que le 23 novembre, nous avons un panel formidable de panélistes et on va faire une discussion table ronde des questions les plus posées les plus souvent. Donc, ça survient souvent, donc on en parlera davantage sur le positionnement couché. Donc, ils peuvent se mettre même sur la position couchée. Donc, il y a des protocoles pour les deux. Donc, on a des ressources qu'on n'a pas partagées. Donc, il y a un diagramme, un outil qu'on a partagé dans la session questions qu'on pose souvent. Je vais présenter mon écran rapidement. Donc, vous pouvez le trouver, partager cela dans le centre de ressources. Donc, ces ressources ont été développées par la Société des soins intensifs, Intensive Care Society. Vous pouvez suivre un organigramme pour un diagramme organigramme sur le processus de positionnement sur le coucher. Donc, en cas de défaillance d'arrêt respiratoire, c'est une contre-indication parce que le patient doit être intubé et en cas de instabilité et hémodynamique, agitation ou statut mental altéré et lorsque une blessure thoracique, une colonne vertébrale instable ou une chirurgie abdominale récente. Tout cela sont des contre-indications. Et par exemple, l'obésité, la grossesse et les ulcères de pression sont des contre-indications relatives. Ensuite, la prochaine session le 23 novembre, lorsque nous aurons un grand nombre de panélistes et on va parler des questions qu'on a eues pour la dernière série sur l'oxygène et sur celle-ci. J'espère que ce sera très utile pour les participants. J'aimerais ajouter quelque chose à la position couchée. Le grand étude de 2013, dans cette étude, les patients qui ont un taux de moins de 50, ils étaient mis en position couchée pendant 60 heures avant de 16 heures et de les retourner, ensuite les retourner à nouveau. Et ça avait réduit la mort. Comme je l'ai dit, on a su que le positionnement couché a été utile auparavant, mais avec COVID maintenant, nous avons commencé à mettre en position couchée les patients COVID. Donc, c'est quelque chose qui a commencé pendant la pandémie et qui est vraiment utile pour les patients COVID. Puis-je ajouter quelque chose, Docteur Moll, est-ce que vous avez terminé? J'ai une question pour le Docteur Moll. Donc, vous mettez un positionnement couché devant par 16 heures. Et quand est-ce que vous le repositionnez sur le dos et combien de temps? Donc, après les 16 heures, combien de temps sur le dos? Cela dépend du protocole du patient. Dans l'essai en question, c'était pendant 4 heures à l'hôpital ici. Et l'université de Zurich, parfois, on ne fait que 2 heures. Et ensuite, on le remet sur la position sur le ventre parce qu'ils sont intubés. Ce sont des patients qui sont très malades. Ils acceptent plus facilement la position couchée sur le ventre qu'autrement. Donc, on les met sur le dos pendant 2 heures. Ensuite, l'équipe les remet sur le ventre. Donc, il y a probablement, cela doit être su que
le fait de le positionnement couché sur, sur le ventre n'est pas facile, surtout lorsqu'ils sont intubés. Il y a beaucoup de tubes. C'est mieux d'avoir une équipe qui sait comment les mettre sur le ventre ou le dos, donc pour que tout le monde ait une position et sache quoi faire pour pouvoir tourner le patient sans danger. Merci. Autre chose, je sais qu'on veut continuer, mais j'encouragerais que tout le monde regarde le positionnement couché sur le ventre parce que cela peut baisser l'escalation des soins. Souvent, l'escalade de l'oxygénothérapie, donc dans les endroits où il n'y a pas la possibilité d'envoyer quelqu'un, les transférer rapidement, les gens. On devrait vraiment considérer le positionnement sur le ventre et c'est important dans le traitement des patients COVID également. Le positionnement couché devant peut être fait avec une canule sur le nez, mais je ne sais pas, pour un BiPad. Mais à haut débit, on peut le faire. On ne veut pas mettre, on veut s'assurer qu'ils puissent respirer et que leur visage est soit à droite, à gauche, avec un dispositif comme cela, mais on peut quand même mettre un appareil d'oxygène, même s'il est en position couché devant, couché sur le ventre. Donc, certains de nos collègues peuvent répondre à cette question. Dr. Freddy du Columbia et un autre collègue d'Inde. Donc, nous aurons une perspective encore plus détaillée sur cette intervention, mais nous devons continuer. Il nous reste 5 à 10 minutes. Donc, on revient. Dr. Kaino. Okay, can we go to the slides, please? Pouvons-nous aller aux diapositives? Learning Resource Center. Great. So, donc, vous faites un examen physique, un autre. Et est-ce que nous sommes au bon endroit ici? On a sauté l'appel pour revoir le cas du patient. Est-ce qu'on a sauté cela? Non, j'ai couvert ceci pour l'appel aux soins intensifs pour le patient. Maintenant, on fait un examen physique. Donc, la prochaine question. Est-ce que ce patient est en défaillance respiratoire et comment est-ce qu'on définit la défaillance respiratoire? Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu en avant? Examen physique, neuro. La seule chose qu'il ne faut pas oublier ici, c'est pour l'examen pulmonaire. Il y a course BS granulé tachypnée à 32 BPM et on peut passer directement à la question. Est-ce que le patient est en défaillance respiratoire? Comment on définit-on la défaillance respiratoire? Donc, si vous pouvez cliquer là-dessus pour les ressources et je demanderai à tout le monde d'essayer de mettre les réponses dans le chat. Si vous avez des questions, envoyez-les afin que nous puissions en tenir compte. So Lucy says respiratory failure is unable to oxygenate. Donc, c'est la possibilité d'oxygéner. If we can maybe quickly call in the panel. Appeler Colline, le panéliste, Dr. Anna. À part les symptômes, on a besoin des gaz artériels, la pression oxygène, moins de 60. À part les symptômes, nous avons besoin de gaz artériel, SpO2, moins de 60,
CO2 supérieur à 50. Donc, la tachypnée est un signe attribuable à la défaillance respiratoire. Merci. Donc, voici une ressource que tout le monde peut consulter par la suite. Classification type 1 hypoxémique, type 2 hypercapnique, donc type 2 ventilatoire hypercapnique. Vous regardez. Donc, la pression du dioxyde de carbone supérieure à 50 mmHg, s'il ne s'agit pas d'un retainer CO2 chronique. Type 3, c'est périopératoire. Et type 4, c'est le choc. Je définirais la défaillance respiratoire comme un échange gazeux inadéquat avec COVID-19 et avec d'autres pneumonies RADS, ARDS. On parle de défaillance hypoxique, mais on peut avoir d'autres types tels que hypocapnique. On a parlé de type 3 et 4, mais en général, on fait 1 et 2, type 1 et 2, lorsque les patients qui sont en soins intensifs, mais l'incapacité d'échanger l'oxygène et le dioxyde de carbone correctement, c'est ça la défaillance respiratoire. Thank you, Anna. Merci, Anna. So it can be a problem of Ça peut être oxygenation, un problème d'oxygénation, ventilation, d'aération, de respiration. kind of the last question is, Dernière question. signs and symptoms of respiratory Les signes cliniques et symptômes de la défaillance respiratoire aiguë. Est-ce que je devrais répondre ici tout simplement en disant, est-ce que c'est défini tout simplement comme l'incapacité du corps à obtenir du sang de manière appropriée et d'oxygène, de circulation d'oxygène? Oui, c'est oxygénation inappropriée ou bien CO2 approprié. Si vous avez hypocardia, ça peut également être un signe de défaillance respiratoire. Vous pouvez voir les défaillances périopératoires et autres, et numéro 4 également. Yeah. Si on fait le monitorage du patient cliniquement et vous n'avez pas de gaz artériel pour il faudrait faire le test de gaz artériel pour déterminer l'oxygène dans le sang et le CO2 dans le sang. Il faut se baser sur les signes et symptômes cliniques pour déterminer si le patient est en défaillance respiratoire ou pas. Donc, marquez les réponses et toutes questions dans le chat, s'il vous plaît. Anna, si vous voulez bien, cliquez sur la boîte bleue pour obtenir et passer aux ressources. Donc, Sabine dit, le patient panique, la peau devient bleue, un taux de respiration qui augmente, taux essoufflement, battement cardiaque élevé. Et on a joué le vidéo. Marquez la description dans le vidéo. Donc, c'est un patient en défaillance cardiaque. Donc, marquez ce que vous voyez dans cette vidéo.
So I like when the video shows his neck because you can Vous pouvez voir le nez, parce que le cou, parce que cela, vous voyez comment les muscles du cou sont activés, ce qui n'est pas normal avec la respiration normale. I think we have some really great descriptions in the chat Nous box. avons de très bonnes descriptions dans le chat. Donc, utilisation des muscles, trapnée, cyanose, le sang devient plus foncé, transpiration. Utilisation intercostale et subcostale, récession intercostale, dyspnée, tachypnée, cyanose, etc. Donc, il y aura d'autres signes de maladie. Peut-être qu'ils ont le système sympathique, nerveux, ils peuvent qui est activé, ils vont transpirer, tachycardie et tachypnie également. Et anxiété, très bon. Dyspnée agité, irritable. Je suis désolée, Martha Jiménez dit que difficulté à respirer, travail difficulté à respirer, cyanose, dyspnée et mauvaise présentation générale. C'était vous, Anna? Oui, j'essaie de parler espagnol, même si je ne le fais pas très bien. Okay, can I add to that? Est-ce que In the resource, je peux, you also see dans les ressources, j'aimerais ajouter que dans les ressources, upright posture in some de prendre la patients, position compared to sit avec le torse surélevé, status. et on voit aussi que Respiratory failure. altération de l'état de conscience, ce sont des signes également. Wonderful. Très bien. Is that your conclusion or do you want to review the Est-ce que c'est la topic? conclusion? Ou bien est-ce que vous voulez revoir les thèmes? Est-ce que c'est votre conclusion ou est-ce que vous aimeriez revenir sur les thèmes, les sujets? Oui, je vais revoir. Manage the screen and the chat box, I understand. C'est difficile de s'occuper de l'écran et du chat en même temps. Donc, les points d'action, donc il faut savoir que il faut savoir quand un médecin responsable devrait être consulté lorsque les patients ont besoin de 40% de FiO2 ou 6 litres par minute d'oxygénothérapie pour garder leur SPO à supérieur à 90%. Ensuite, utiliser un positionnement couché sur le ventre volontaire chez les patients conscients et éveillés avec hypoxie qui ont des besoins d'une escalade de l'oxygénothérapie et davantage d'oxygène et reconnaître un niveau de soins supérieur tel que des soins en intensif pour les patients qui ont besoin de 50% de FiO2 ou de 8 litres par minute pour l'oxygénothérapie pour garder leur SPO2 supérieur à 90%. Et voilà, donc il faut lister donc les signes et symptômes respiratoires, de détresse respiratoire chez les patients et reconnaître la détresse respiratoire et demander de l'aide. Donc, il faut
revoir les critères d'admission de l'hôpital et pour connaître la distinction entre la maladie modérée, légère, modérée, grave et les salles d'isolement et les stratégies d'isolement des patients. Si vous n'avez pas de salle, il faut utiliser l'aération artificielle ou combiner les méthodes pour s'assurer que l'air circule pas vers les personnes en santé, mais plutôt vers l'extérieur et loin des patients, que ça n'aille pas vers les patients sains ou vers les départements de patients sains qui n'ont pas COVID. Escalation de l'oxygénothérapie, il faut savoir que les patients cherchent différents types de patients auront besoin de différents cibles de saturation, les patients normaux, les patients avec COVID et qui n'ont pas de comorbidité auront besoin de saturation 90 à 92%, les femmes enceintes de plus de 95% et COPD environ 88 à 92%. Et sachez quand appeler des médecins responsables et transférer les patients aux soins intensifs qu'on a vu auparavant. Donc, c'est l'escalade des soins. Et les soins critiques en dehors des soins intensifs, c'est possible. Si vous ne pouvez pas transférer, si vous n'avez pas de soins intensifs, vous ne pouvez pas transférer le patient aux soins intensifs dans un établissement de soins intensifs. Il faut gérer le patient là où vous êtes. Dans notre contexte, c'est possible grâce à des consultations. Vous pouvez demander aux responsables dans les hôpitaux de référence et demander des conseils sur comment gérer le patient là où vous trouvez. Et lecture de base des thérapies, des rayons X de la poitrine. Et bien lire ce qui y figure. Et le positionnement couché sur le ventre pour les patients éveillés et identifier la détresse respiratoire en utilisant les signes et symptômes plutôt que des investigations laboratoires. S'il n'y en a pas, si ce n'est pas possible. Donc, Anna, est-ce que vous voulez ajouter ou bien ou quelqu'un d'autre parmi les panélistes? Merci, Dr. Marie-Rose. Je crois que vous avez fait un excellent travail pour couvrir tout les matériaux. Merci beaucoup. Merci, Anna. Merci à tous les panélistes. Avant que les participants partent, nous avons dépassé l'heure, mais j'aimerais partager l'écran pour obtenir le vidéo de ces sessions, obtenir les diapositives des présentations et comment avoir d'autres matériaux. Donc, j'aimerais passer en revue rapidement comment vous pouvez avoir accès aux matériaux et je mettrai le lien dans le centre d'enseignement et vous pouvez cliquez sur le lien et vous allez au centre de ressources. Je vais vous montrer le centre de ressources et comment obtenir les vidéos, etc. Donc, vous voyez mon écran? Est-ce que oui? Levez le pouce. Okay, good, thank you. So this is the Learning Resource Center. When you come to it, you can see that we're in the Vous pouvez voir oxygen. que nous sommes dans la série le cours de la série Oxygène. On a d'autres cours, mais c'est là où vous devez aller pour cette série. Donc, vous devez vous connecter lorsque vous arrivez au cours de la série Oxygène. Vous pouvez aller à la série de discussions de cas d'études que nous avons maintenant et vous pouvez voir que la vidéo de la partie 1 et 2 ont déjà été téléchargées sur le centre de ressources. Donc, vous pouvez prendre le vidéo de part 1 pour le triage et le vidéo de la part 2 qui parle de l'hypoxémie et la pulsoximétrie, l'oxymétrie de pouls. Donc, ensuite, ces vidéos peuvent être trouvées sur
le site, le Web Assist International. J'aimerais vous rappeler que la partie 4 est une discussion pour les questions souvent Talk about how to deliver critical care, even if it's outside of an intensive care unit. So how to identify critical care comment outside. identifier les soins critiques et parler de... So et- if you go into part et 3, which is donc, what we discussed la partie today, 3, si on a discuté aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'il y a in the upper right-hand corner, un agrafe ici. Si vous cliquez là-dessus, you have two things that you vous can avez deux download choses que vous pouvez télécharger du centre de ressources. Une, ce sont les diapositives de cette présentation et l'autre, c'est une liste de contrôle. Vous voyez, dans toute la présentation, nous avons ces boîtes à cocher avec des actions pour améliorer votre pratique. Donc, vous avez tout dans toute cette section, une boîte à cocher. Vous pouvez télécharger ici et cela pourrait vous aider à enseigner à d'autres et améliorer votre propre pratique. Donc, vous pouvez télécharger cette liste de contrôle et cocher chaque point que vous... Donc, voici les ressources qui sont disponibles pour vous et vous devez créer un compte dans le centre de ressources. Une fois que vous avez créé, vous pouvez vous connecter. C'est gratuit, c'est un accès libre. Voici le lien dans le chat. Vous pouvez le partager avec tous ceux qui sont intéressés. Et cela dit, j'aimerais remercier nos panélistes. and I'll turn it back over to Assist International. So thank you to all of the wonderful participation. Hi, everyone. This is Alana from Assist International. I just have a few notes to wrap up. Thank you Note avant de to terminer, merci à tous les participants pour aujourd'hui qui sont venus du monde entier pour nous se joindre à nous. Merci les panélistes pour votre temps et votre expertise. Et j'aimerais remercier nos sponsors, Projet ECHO et la Fondation GE. Et comme a dit Anna, si vous voulez avoir accès aux ressources de cette session, faites-le au centre de ressources. Un lien vous sera envoyé après la session. Et on a vu quelques questions dans le chat sur les certificats. Pour obtenir un certificat de participation, il vous suffit de remplir un sondage que nous partagerons dans l'email le suivi. Merci à tous les participants. Si vous avez des questions, connectez-nous à ECHO, envoyez-nous à echo@assisinternational.org. J'ai déjà envoyé les liens pour les sessions 4 et 5 dans le chat. Si vous voulez vous les inscrire plus tôt, donc je vous verrai bientôt. Dernier commentaire, désolé. Je veux dire à tous ceux qui apprennent que c'est un cas d'étude véritable soumis par un de nos collègues d'un pays à revenus faibles. Donc, si vous avez un cas pour qu'il soit bon pour tous ceux qui apprennent, les participants, envoyez-nous à Anao ou à moi, et nous tiendrons compte de ce cas. Merci beaucoup.